Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition du 14 septembre de la synthèse de l'actu IT et Télécom. Et je suis en compagnie de Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, premier sujet à côté duquel on pouvait difficilement passer, c'est la fameuse keynote d'Apple avec pas mal d'annonces, mais finalement peu de surprises pour les gens au fait de l'actualité Apple. Oui, effectivement, on en a déjà parlé un petit peu la semaine dernière. Tout ce qui avait été prévu a été annoncé, sans être trop présomptueux, mais enfin, les rumeurs circulaient déjà depuis un petit moment. Donc il y a eu les annonces, effectivement, de l'iPhone 6S et 6S Plus. Il y a eu l'Apple TV, une nouvelle version de l'Apple TV. Il y a eu une version professionnelle de l'iPad. Il y a eu le iOS dont on avait déjà parlé, donc la version 9, donc qui va arriver ces prochains jours et qui devrait en particulier résoudre un problème récurrent qui est le problème d'autonomie sur l'iPhone. Donc tout ça ça s'est déroulé. Tim Cook a fait son show comme d'habitude maintenant, parce que c'est la 3e ou 4e année qu'il fait ça. Une des surprises cette année, c'est que finalement Apple se normalise. Donc Apple, qui du temps de Steve Jobs était une société différente, on se souvient de la publicité 5 différences. Aujourd'hui se normalise un petit peu, et au sacrilège, cette année, elle avait fait venir sur scène des représentants éminents des sociétés Microsoft et Adobe, que en son temps Steve Jobs considérait comme les pires des pires. Donc on voit que finalement tout évolue. On retiendra ce côté un petit peu anecdotique de ce show qui était attendu et qui s'est déroulé à peu près comme prévu. Alors on rebondit sur ces annonces, et notamment le fameux iPad Pro, iPad géant, qui souligne justement les difficultés de ce marché des tablettes, puisque de son côté Microsoft a fait un certain nombre d'annonces. Oui, alors effectivement c'est un marché qui a littéralement explosé il y a quelques années. Apple avait justement annoncé son iPad. Le marché a complètement explosé pour atteindre des niveaux quasiment équivalents, pas tout à fait, mais presque en termes de vente d'unités à celui des PC. Et puis là, tout d'un coup, le marché se comprime pas aussi vite qu'il s'est développé, mais de manière assez importante. Les derniers chiffres pour le 2e trimestre montraient des baisses de 10-15%, et parfois plus pour Apple notamment, qui a du mal à écouler ses iPads. Et donc dans ce contexte qui est assez difficile, donc il y a eu 2 annonces la semaine dernière un peu surprenantes, il faut bien le dire. Donc la première, c'est Microsoft qui signe un partenariat avec Dell pour vendre ses propres tablettes. Donc c'est la Surface Pro, je ne sais plus laquelle, donc un des modèles de Microsoft, sachant que Dell a aussi ses propres modèles de tablettes, qui ne vend pas, mais enfin il a quand même au catalogue. Donc c'est un peu surprenant. Donc un des moyens pour Microsoft, qui n'est pas dans le top 5 des vendeurs de tablettes, sachant que le 5e a 3% du marché. Donc on voit bien que Apple n'arrive pas à s'implanter sur ce marché. Microsoft, vous voyez, je confonds un peu les deux. Donc Microsoft a beaucoup de mal à s'implanter sur ce marché des tablettes, comme il a autant de mal à s'implanter sur le marché des smartphones. Donc il signe un accord avec Dell, il va sans doute signer un accord avec HP, il a signé, c'est en cours avec Accenture et Avadad. Donc on voit bien que l'objectif maintenant, ça va être de trouver des partenaires pour pouvoir finalement arriver à se développer sur le marché. Un autre acteur qui, lui, est un petit peu différent, parce que lui, il n'est pas dans le monde de l'entreprise, c'est plutôt, on est dans le grand public, c'est Amazon, qui avait ses propres, on va dire, tablettes, entre guillemets, parce qu'il y a le Kindle, qui n'est pas une tablette à proprement parler, mais c'est une liseuse, comme on dit. Et puis, il y a ces tablettes Fire aussi. Et donc, Amazon, c'est encore, on ne va pas dire que c'est encore pire, mais pas loin. Amazon n'arrive pas à vendre ses tablettes. La solution qu'il a trouvée, c'est de casser les prix. Et donc, il a sorti la semaine dernière une espèce
Alors je dis une espèce parce qu'à 50 $, on se demande un peu ce qu'on peut acheter, mais en tout cas il sort un modèle à 50 $ qui sera destiné au grand public, principalement, vraisemblablement uniquement pour visionner des vidéos en qualité très, très moyenne. Donc une tentative pour essayer lui aussi de s'implanter sur ce marché. Alors on change complètement d'univers, on parle de développement, on parle de méthode Scrum et un état des lieux en 2015 de ces méthodes. Oui, alors c'est une enquête qui a été faite par la Scrum Alliance, donc bon, on va dire un peu jugé parti, mais enfin c'est quand même intéressant, qui a sondé 5000 développeurs, mais pas seulement des développeurs informatiques, parce que la première chose qu'il faut dire sur cette méthode Scrum, c'est qu'elle n'est pas liée spécifiquement à l'informatique. Elle peut être appliquée pour tout un tas d'autres activités, le développement produit, dans le marketing, dans les ressources humaines. Donc mais elle s'inscrit dans tout ce qui est méthodes agiles, donc ça on connaît dans le secteur, et puis plus spécifiquement dans l'IT, dans la démarche DevOps. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Et donc en gros les résultats de cette enquête montre que, la méthode Scrum s'est assez largement diffusée dans les entreprises. Donc il y a vraiment eu un taux d'adoption qui est important, avec deux idées qui ressortent. La première, c'est que, évidemment, c'est une telle révolution culturelle par rapport aux méthodes traditionnelles, la fameuse méthode Waterfall en cascade, enfin les méthodes où on commence à la conception et puis de manière linéaire et ça conduit à des effets tunnels. Là, c'est vraiment quelque chose de très, très différent, donc, qui engage un changement d'organisation important. Donc évidemment, ce n'est pas sans créer des tensions et c'est ce qui se passe dans 7 cas sur 10. L'autre point intéressant à signaler, c'est que finalement le taux de réussite tel qu'il est évoqué par les gens qui répondent à l'enquête, il est de 60%. Donc finalement c'est un taux qui est relativement intéressant et assez élevé. Et puis des points annexes, en général, quels sont les objectifs de cette méthode? Celui qui ressort en premier, c'est l'expérience client. Et donc ça veut dire que finalement, il y a beaucoup de projets donc, dans l'informatique, mais dans d'autres domaines également, qui sont tournés vers la satisfaction client, satisfaction de l'expérience client, comme on dit dans l'IT. Et donc on voit bien qu'il y a une convergence et que cette méthode Scrum va s'inscrire dans l'air du temps et répond à des problématiques qui sont tout à fait actuelles. Alors on revient sur le terrain des smartphones et on parle d'une étude de Telefonica et de l'université de Stuttgart avec de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles potentialités au niveau des smartphones. Alors, là, effectivement, c'est un petit peu surprenant. Donc, c'est une étude très sérieuse qui a été faite par des chercheurs de Telefonica et un chercheur de l'université de Stuttgart et qui est présenté la semaine prochaine à Ubicomp au Japon. Et en fait, c'est un peu dans la lignée de ce qu'on dit déjà depuis quelques semaines sur le côté smart des smartphones. Donc, l'idée qu'il y a de plus en plus de fonctions évoluer dans le smartphone. Il y a de plus en plus d'applications. On dit souvent, s'il y a un besoin, il y a une application. Donc il y a ce phénomène-là. Et puis il y a aussi tout ce qu'on va pouvoir retirer de l'interaction de l'utilisateur avec son smartphone. Et c'est dans ce cadre-là que cette enquête s'inscrit et qui montre que le résultat principal, c'est que les chercheurs, donc ils ont pris un groupe d'une soixantaine d'utilisateurs à qui ils ont confié un smartphone sur lequel ils ont mis des applications, des agents pour détecter, récolter tout un tas de données. Donc ce n'est pas des milliers, c'est des millions et des millions de données, puisque en gros le smartphone on l'a dans la main toute la journée, on interagit avec lui. Et donc le résultat de l'enquête, c'est que, c'est ce que disent les chercheurs, à 83%, ils arrivent à détecter si l'utilisateur est dans une phase d'ennui ou pas. Donc c'est alors évidemment, il y a deux groupes. On détecte par l'utilisation du smartphone et on détecte par le fait que l'utilisateur se décrit comme dans un état où il s'ennuie. Donc, et on croise les données et après on essaye de voir s'il y a des paramètres qui permettent de détecter l'ennui. Donc on voit bien les applications. Donc il y en a une qui fait un peu froid dans le dos. C'est si
on voit toute l'utilisation qui pourrait être faite d'une telle enquête par tous les réseaux sociaux et qui donc pourrait finalement suivre de manière très précise ce que fait l'utilisateur et de lui, c'est ce qu'on fait avec la publicité contextuelle, mais ce qu'on pourrait faire de manière beaucoup plus systématique avec des suggestions d'applications ou de fonctions, de choses comme ça. Donc ça fait un peu froid dans le dos. L'autre point intéressant, c'est que on pourrait être aussi amené, parce que l'ennui, bon, c'est passager, ça, c'est pas très grave, mais dans certains cas, l'ennui peut amener à la dépression. Et donc là, on pourrait voir des applications médicales qui me fait un peu penser à une application dont on avait parlé il y a quelques temps, qui était que l'utilisation du clavier, donc il faut un certain clavier, pouvait détecter de manière très précoce les maladies de type maladie d'Alzheimer, puisqu'il y a une dextérité qui est un peu différente. Donc on voit les applications médicales de tous ces objets qui nous entourent et qui, toute la journée au quotidien, et qui pourraient être très, très utiles. Alors ça, c'était pour la semaine passée. Pardon, pour la semaine à venir, beaucoup de manifestations autour de l'Internet des objets. Oui, alors bon, l'Internet des objets, on en parle déjà depuis un certain temps, mais on voit bien que c'est quelque chose qui décolle. Pour preuve, la semaine prochaine, 3 manifestations en même temps. Donc l'une à Barcelone, c'est l'IoT, donc Internet des objets Congress, donc comme le Mobile Congress à Barcelone, donc ça c'en est une. Il y a l'eConnect qui se déroule à Lyon, et puis il y a le M2M Innovation, donc Machine to Machine à Marseille. Donc on voit quand même que cette convergence montre clairement que l'Internet des objets n'est plus du tout dans une phase d'expérimentation, mais c'est vraiment une phase d'utilisation concrète, exploitation par les entreprises. Et donc, dans les 5 ans à venir, ça va être amené à se développer de manière extrêmement rapide, sachant que pour certains, finalement, l'Internet des objets, c'est la 3e grande vague industrielle. Donc, on suivra ça avec attention, avec des applications qui seront peut-être, elles aussi, un peu surprenantes. Alors cette semaine, pas vraiment de coup de gueule, plutôt un étonnement, et on parle de Dell qui investit en Chine. Un étonnement et puis un petit peu d'agacement. En fait, oui, effectivement, Dell, la semaine dernière, a indiqué qu'elle allait investir 125 milliards de dollars en Chine dans les 5 ans à venir. Donc 125 milliards sur 5 ans, ça fait 25 milliards par an. Quand on compare avec Dell, Dell a des moyens, mais enfin ça paraît quand même un peu beaucoup. Sachant qu'il y a en 2010, Dell avait déjà dit qu'elle allait investir 250 milliards sur les 10 ans en Chine, donc on ne sait pas si ces milliards sont déjà inclus. Donc tout ça est un petit peu agaçant, tous ces chiffres qui sont balancés, qu'on n'aura jamais vraiment le moyen de vérifier. Et puis l'étonnement aussi, c'est que quand on a connu ce qui s'est passé ces dernières semaines, où le marché chinois est en train, pas de s'effondrer bien sûr, mais en train de ralentir sérieusement, on se demande si c'est la bonne période pour aller placer ses pions dans l'empire du milieu. Mais bon, ça c'est l'affaire de Dell, il fait ce qu'il veut de son argent. Donc il n'est plus coté en plus, c'est d'autant plus facilement. Et bon, on conclura sur ce point-là. Merci Guy, à bientôt, et puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle édition de cette synthèse vidéo de l'actu IT et télécom. Merci, au revoir.